Bon bah apparemment c'est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde et puis bon déjà merci beaucoup à ceux qui sont là ce soir, qu'on a invités et qui ont répondu présent, c'est super gentil, super touchant de votre part. Donc le but ce soir de cette conférence de presse Vetovet, c'est de faire un petit bilan sur le parcours qu'on a eu depuis 1 an et la création de Vetovet, de présenter un petit peu la quête initiatique qu'on a pu vivre avec Pierre, de revenir un petit peu du coup sur l'offre Vetovet telle qu'elle est aujourd'hui, en vous expliquant le pourquoi du comment et en essayant d'évoluer un petit peu et d'avancer aussi sur les perspectives d'avenir. Donc avant de commencer, on voulait un peu remercier des personnes qui ont compté dans l'aventure Vetovet. Donc c'est des personnes qui ont été un peu des mentors pour nous. Ils nous ont un peu conseillé à des moments où soit on doutait, soit on ne savait pas forcément, etc. Donc il y a Benoît Savette qui a fondé WebInvet. Donc il fait principalement des audits et qui fait des diagnostics dans les cliniques, qui aide les cliniques d'un point de vue management. Anne Domas qui est présente aujourd'hui, donc qui est directrice du syndicat. Denis Avignon qui est vice-président du Conseil national de l'Ordre des Vétos. Hélène Letard, présente aussi ici, associée chez Veto Adom, qui était très attentive et à notre écoute. Et enfin, Benjamin Cartiot qui nous suit et qui nous poursuit. Qui nous suit et qui nous poursuit et qui est notre premier fan et notre fan depuis le début et qui n'a jamais flébi dans son soutien et qui accessoirement est enseignant au service d'anatomie à l'ENVT. Donc pour un peu le fil rouge de la conférence de presse, l'idée c'est dans un premier temps de vous présenter l'état des lieux et les enjeux de la profession vétérinaire par rapport au recrutement, qui a un peu formé notre constat de départ et le début de Vetovet. Puis comment on a construit notre offre, quelle était notre réflexion, et ensuite présenter une offre Vetovet qui est celle qui est aujourd'hui. Et enfin, pour quelque chose de plus dans le futur, quelles sont nos perspectives et les consolidations de notre offre Vetovet.
Alors la première chose, effectivement, c'est de s'arrêter un petit peu sur le contexte dans lequel une solution de recrutement comme Vetovet va s'inscrire. C'est important de savoir où on met les pieds et de bien comprendre comment on va faire du recrutement dans la profession vétérinaire. Donc le but, c'est pas forcément d'aller dans les détails des détails sur l'état des lieux et sur les enjeux, simplement de faire un petit tour d'horizon, effectivement, pour contextualiser un peu la démarche qu'on a eue dès le départ. Donc, c'est des données qui sont finalement assez récentes, mais c'est de toute façon les données qu'on avait il y a un an quand on s'est penché un peu sur la question. Donc, la première chose que tout le monde sait, c'est que le marché vétérinaire est un marché en croissance, est un marché du coup qui est favorable, qui est porteur. On a effectivement une augmentation de la population des animaux de compagnie, qui couplé à ça, va également avoir une augmentation du budget des Français pour leurs animaux, qui va forcément se répercuter sur le chiffre d'affaires des cliniques vétérinaires, qui est en augmentation, et qui est en augmentation pour presque la moitié des structures vétérinaires entre 2017 et 2018. Donc un marché qui va bien, un marché qui se porte bien et qui permet d'envisager l'avenir plutôt sereinement avec des perspectives d'évolution, des perspectives de développement et plein de choses à construire pour notre profession. Ça, c'est le premier élément du contexte. Derrière, on a également une situation qui est assez nouvelle avec la profession vétérinaire dans sa morphologie qui change également. On a dans un premier temps une population qui s'urbanise, donc qui va forcément avoir un impact effectivement sur le marché avec des propriétaires d'animaux qui seront un peu plus en ville à l'horizon 2030, mais également forcément une population vétérinaire qui également suit les mœurs de la société, qui va également un petit peu se tourner plus vers la ville. Parallèlement à ça, quelque chose dont on a souvent entendu parler, on y reviendra un petit peu plus tard en détail, la féminisation de la profession, avec actuellement 70% des primo-inscrits qui sont des femmes, des primo-inscrits inscrits à l'Ordre national des vétérinaires qui sont des femmes. Donc une féminisation de la profession vétérinaire qui est forcément à avoir aussi en tête quand on réfléchit à du recrutement pour la profession vétérinaire, quand on réfléchit aux problématiques qui peuvent être inhérentes au recrutement vétérinaire. Enfin, il y a aussi également une évolution qui est assez récente avec des vétérinaires qui se tournent de plus en plus vers le salariat. Donc actuellement, 37% des vétérinaires sont des salariés. C'est une augmentation qui est énorme, qui a augmenté de presque 8% sur les 10 dernières années et simplement 4% pour les 2 dernières années. Donc des vétérinaires qui se tournent plus vers le salariat et qui sont moins libéraux qu'auparavant. Cette entreprise vétérinaire libérale, effectivement, avec ce salariat, elle va se structurer différemment. On voit qu'une structure vétérinaire qui à l'origine était beaucoup plus unipersonnel avec un praticien ou 2 praticiens et très peu de personnel salarié, vétérinaire ou non vétérinaire, va maintenant aujourd'hui avoir une masse salariale qui est beaucoup plus importante au détriment de la pratique libérale. Donc des effectifs beaucoup plus importants chez les salariés et un statut de collaborateur libéral qui est assez récent, qui est quand même en augmentation, mais qui reste encore un petit peu anecdotique par rapport aux salariats. Enfin, encore une fois, quand on cherche à contextualiser en termes de recrutement, il y a également la taille des entreprises avec avec 80% des cliniques vétérinaires qui restent des petites entreprises, des très petites entreprises avec des équipes de moins de 10 personnes. À noter également que les structures unipersonnelles ou à 2 vétérinaires sont en net recul, en passant de 58 à 40% sur les dernières années. Donc une profession certes qui se structure, des entreprises qui se structurent, qui se tournent plus vers le salariat et qui se comportent un peu plus en entreprise qu'en cabinet vétérinaire d'une certaine époque, mais qui restent quand même des petites entreprises aux moyens limités et au nombre d'employés limité. Et donc si on arrive maintenant sur le recrutement, si on s'y intéresse, on a dans ce marché qui est porteur, dans cette structuration des entreprises vétérinaires qui est en évolution, une problématique qui est commune à l'ensemble des vétérinaires français, avec 70% des vétérinaires qui ont des difficultés à recruter et qui admettent aussi ne pas avoir fait évoluer leur processus de recrutement. Donc ça, c'est tiré d'une étude de la semaine vétérinaire en partenariat avec l'association Ergon. Ça reste des chiffres qui sont tirés d'un échantillon de vétérinaires, bien évidemment, mais qui sont quand même assez frappants par rapport au recrutement. Plus de la moitié des vétérinaires sont en difficulté face à cet enjeu du recrutement qui pourtant est nécessaire pour le développement de leur structure. À côté de ça, on a même plus de 80% des vétérinaires qui ont du mal, même quand ils ont réussi à capter, à fidéliser, à convertir les vétérinaires, et donc une prise de conscience par rapport à cette problématique avec des outils de fidélisation qui sont quand même mis en place, avec notamment la facilité à l'accession à la formation, une rémunération qui est envisagée à la hausse pour essayer de fidéliser les salariés, également des intéressements en nature, etc. Donc une problématique du recrutement qui s'inscrit dans un certain contexte et qui va poser des problématiques pour les cliniques vétérinaires. Mais
c'est un phénomène qu'il faut aussi mettre en perspective avec ce qui se passe à la fois à l'étranger, avec nos voisins, avec les pays anglo-saxons et avec nos voisins européens, qui ont un paysage vétérinaire qui est un petit peu différent pour la plupart, avec une structuration, avec des grands groupes qui sont déjà structurés, des grands groupes de cliniques, donc ce n'est pas forcément comparable avec l'état de la profession vétérinaire en France actuellement, mais dans ce paysage différent, on a des solutions qui sont déjà professionnalisées. Si on prend l'exemple de l'Angleterre, on a une entreprise comme Recruits for Vet qui fait plus ou moins l'équivalent d'un intérim vétérinaire. Si on prend un voisin un peu éloigné francophone du Canada, on a une solution comme Vet Réseau qui va mettre à disposition des vétérinaires qui sont embauchés dans la structure pour les vétérinaires qui ont des besoins temporaires ou imprévus de personnel vétérinaire. Donc on voit que cette problématique du recrutement, effectivement, elle s'est posée aussi à l'étranger et il y a des solutions professionnelles qui ont été trouvées. Ensuite, si on prend encore un petit peu plus de recul, dans d'autres secteurs, on a bien évidemment des cabinets de recrutement qui sont là de manière pérenne et normale dans d'autres secteurs, type industrie, etc., où l'externalisation du recrutement est quelque chose qui est vu comme classique, qui est courant, qui est connu, à la fois pour les candidats et à la fois pour les recruteurs, mais également dans d'autres secteurs et dans les professions libérales de santé, des problématiques de recrutement qui sont sensiblement similaires, avec également aussi une problématique de féminisation de la profession. Donc, si on résume un petit peu tout ça, on a effectivement un marché qui est porteur, un élan favorable pour les cliniques vétérinaires, avec ce recrutement comme principal levier de croissance. On sort un petit peu de cet ancien modèle du médicament qui était le levier de croissance numéro 1, et on se tourne petit à petit vers ce levier de croissance des ressources humaines qui devient de plus en plus problématique, qui reste une épine dans le pied des vétérinaires. De plus, qu'on a, comme on l'a dit, des changements aussi de typologie et de comportements sociaux, donc des vétérinaires qui ont des temps de travail qui sont raccourcis par rapport aux vétérinaires qui partent à la retraite actuellement, qui doivent être remplacés par des équivalents temps plein plus conséquents que ce qu'ils faisaient eux. Donc on a un contexte qui est difficile dans un marché pénurique et qui va se traduire par ce besoin à travers des symptômes qui vont être le manque de temps, le manque de moyens, le manque de compétences, voire le manque d'envie des vétérinaires qui ont l'impression un petit peu d'être sous l'eau et qui ont envie du coup d'être aidés, d'avoir des solutions concrètes, faciles pour trouver une solution pour ce recrutement. Donc ce besoin, il va se traduire comment ? Il va se traduire par une nécessité effectivement de professionnaliser le recrutement et de proposer une solution qui est pérenne, qui est adaptée à cette profession vétérinaire et donc, à notre sens, qui doit être vétérinaire. Une solution qui doit être vétérinaire et qui doit permettre à la profession vétérinaire de continuer sa marche en avant, de continuer à évoluer et de ne pas être freinée par manque de solutions. Donc ça, c'était un peu notre constat de départ. C'est à partir de là qu'on a décidé de se lancer dans Vetovet avec Renaud. On a construit l'offre. Là, on va faire un petit historique des différentes étapes par lesquelles on est passé. Donc en janvier 2018, on a commencé à réfléchir à ces problèmes, à se poser des questions, surtout parce qu'on était très investi dans VetFuture et ces problématiques de recrutement, elles étaient centrales, c'était quelque chose qui était vraiment dit souvent, etc. Donc on avait d'un côté les cliniques qui avaient ces difficultés-là, de l'autre des copromos ou amis qui avaient des difficultés aussi dans leur clinique, qui ne s'épanouissaient pas forcément, alors que de notre point de vue, c'était des très bons profils, avec des turnovers qui étaient très très fréquents. Et donc l'intuition qu'on avait, c'était de dire, en fait, le problème, c'est que c'est le savoir-être qui est le plus important, c'est l'humain qui est important, et ce qu'on va faire, notre solution, ça va être centré là-dessus, se dire, on va d'abord chercher des profils complémentaires, des profils qui vont pouvoir s'épanouir ensemble au sein d'une équipe. Donc on a travaillé là-dessus de janvier à septembre 2018 en cogitant, en rencontrant les institutions, en particulier Anne avec le syndicat, pour essayer de trouver des solutions. Et ensuite en septembre, on a vraiment arrêté de pratiquer. Renaud il faisait de la rurale, il était sur le plateau de l'Aubrac. Et moi je faisais de la canine en région parisienne. Donc on a arrêté ça pour se lancer à temps plein sur Vetovet, par manque de temps et puis aussi parce qu'on avait vraiment l'ambition de faire quelque chose de bien et on voyait bien qu'on n'y arrivait pas, ou en tout cas pas assez rapidement. Donc on a créé la société en octobre, on a ouvert aux candidats, et le mois suivant, à l'occasion de la VAC, on a ouvert aux recruteurs. Et donc à partir de là, il y a eu deux phases différentes. Il y a eu d'octobre à mars une approche, on va dire, très théorique de réflexion, donc qui s'est faite par différents formats, des formats qui nous ont permis de faire de la communication et qui nous ont aussi permis à nous de comprendre, de réfléchir, d'apporter des solutions. Donc le Magnétovet, donc, qui est un format vidéo sur un sujet de fond, donc des sujets qui nous paraissaient importants, pas liés directement avec le recrutement, mais qui ont quand même une grande influence. Donc sur le mentorat, sur le projet personnel et professionnel, comment le construire, qu'est-ce que c'est, etc. Le leadership, c'est quoi le leadership dans une structure vétérinaire, pourquoi c'est important. La féminisation, dont on a déjà parlé, et la recherche d'emploi.
Ensuite, on a interviewé des vétérinaires qui, pour nous, étaient intéressants, donc soit par leur point de vue, soit par leur expérience, soit par leur activité. Donc, il y a Pierre-Marie Cadeau, qui est président de l'association Ergon, dont on a déjà parlé, qui est une association de vétérinaires entrepreneurs. Donc, c'est des problématiques qu'ils rencontrent tout le temps, ils ont déjà réfléchi à tout ça, etc. Sophie Duprat, qui est DRH à Akivette, à Bordeaux, et qui n'est pas vétérinaire. Donc, c'était hyper intéressant pour nous aussi de parler à des gens non vétérinaires qui sont préoccupés de la question et de savoir c'était quoi son point de vue, comment ça se passait à Akivette, etc. Ensuite, Pierre Fabin, qui est associé à Veto Adam, donc qui a une activité aussi qui est particulière avec la vétérinaire à domicile qui n'est pas forcément connue, et puis aussi avec des solutions qui ont été apportées par l'entreprise, notamment sur la liberté dans le salariat, etc., qui est un peu novatrice sur ces points-là et qui a été intéressante pour nous. Laure Poujol, qui est associée à Languedocia, donc il y a un CHV. C'était important pour nous d'avoir l'avis d'un CHV. Et de la même manière, Bruno Benmoura, qui est associé à Vetivia, qui est dans une grosse clinique avec un scanner, mais qui n'est pas un CHV, qui est une structure un peu à mi-chemin. Et enfin, Héloïse Cousin, qui est associée à Exotica, et qui est une clinique qui fait 100% NAC. Donc c'était aussi important pour nous, avec le développement des NAC, de savoir ce qu'elle en pensait. Et enfin, on a fait des articles, dont des articles plus de fond, qui proposent des solutions, avec 4 piliers. Donc Denis Avignon, qui a plutôt parlé de l'ordre, de la profession de manière générale et de la problématique à grande échelle. Isabelle Schmittlin, ancienne directrice de l'NVT, qui nous a parlé plus de la formation et de l'importance pendant la formation d'anticiper les recrutements. Pierre Madvé, qui est fondateur de Tirsev, qui a apporté plus une démarche de management. Et enfin, Françoise Boussieras, qui a apporté une démarche plus pratique sur les cliniques vétérinaires, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour recruter plus facilement. Donc là, on va vous présenter une vidéo, la dernière qu'on a faite du Maïtovet, c'est sur la féminisation. On voulait prendre celle-là parce qu'elle répond à la problématique qu'on entend souvent de la féminisation et sur les causes des problèmes de recrutement. Et nous, on voulait apporter un peu le regard qu'on avait là-dessus et apporter un peu de hauteur par rapport à ce sujet. Du début du XXe siècle à nos jours, la place de la femme dans le milieu du travail a beaucoup évolué. Tu aimes ? Autrefois au foyer, sans activité professionnelle. Il aime. Puis, quand on est à des tâches souvent manuelles, ingrates et moins rémunérées, la femme a occupé progressivement des postes jusqu'alors réservés aux hommes. Parmi de nombreuses progressions, l'accès à l'éducation s'est facilité en parallèle de combats pour l'égalité qui aboutiront à des lois emblématiques. La libre disposition du salaire en 1907, le droit de vote en 1944, de voter. l'autorisation de l'interdiction volontaire de grossesse en Je voudrais 1975, tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. et bien d'autres combats qui se poursuivent encore aujourd'hui. Mais d'abord, Concernant notre profession, comme de nombreux métiers de la santé, elle s'est très largement féminisée, et nos consoeurs, fréquemment jugées inaptes à réaliser des gestes techniques physiques par les éleveurs, On parlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. ou considérées parfois comme stagiaires ou assistantes par les propriétaires, font régulièrement les frais de la persistance de cette image ancrée dans l'imaginaire collectif. Mais aujourd'hui, la parité vétérinaire a été atteinte, et 70% des primo-inscrits à l'ordre sont des femmes. l'année de l'affaire Weinstein. Aujourd'hui, on va répondre ensemble à cette épineuse question. Mais quelle place occupe-t-elle dans notre profession ? Au sein des structures vétérinaires, on constate que les femmes, par rapport aux hommes, sont plus souvent salariées et à temps partiel. Ces différences peuvent être expliquées par la maternité, qui est un des facteurs bien connus d'inégalité de revenus à diplôme équivalent. Leurs carrières sont écourtées et les opportunités moins nombreuses. Mais c'est en réalité la notion de parentalité qui est déséquilibrée. Elles sont en effet plus nombreuses que les hommes à mettre de côté leur vie professionnelle pour leur famille. Il est alors aisé de confondre maternité et parentalité. La parentalité est parfois perçue comme une contrainte pour l'employeur quand il s'agit des femmes, et comme une marque des réussites sociales quand il s'agit des hommes. Or, l'organisation familiale comme la place de la femme dans le monde du travail a elle aussi évolué. Et le partage égal de la parentalité amène de nouveaux thèmes de réflexion. Les hommes veulent s'investir pleinement dans leur famille, dans un contexte où les temps de travail se réduisent, avec le souhait d'une meilleure répartition entre vie professionnelle et vie personnelle. Regarder grandir tous les trois, c'est le plus beau spectacle auquel j'ai assisté dans toute ma vie. Alors finalement, derrière la question de la place de la femme se cache en réalité la nécessité d'inventer un nouveau modèle, dans lequel la parentalité ne constitue plus un frein à la carrière professionnelle, mais soit au contraire valorisée. Faudrait faire la liste des trucs qui fonctionnent. Et c'est bien l'opportunité pour nous, notre profession, de construire un nouveau schéma professionnel, de construire de nouvelles méthodes d'organisation
et une activité plus épanouissante pour les vétérinaires de demain. Entamer ce nouveau cycle de mutation avec la société à travers la question de la parentalité, c'est se positionner parmi les professions qui comptent, celles qui se réinventent, qui osent. En faisant de ce changement notre plus grande force. Une définition de l'élégance. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'apporter un regard un peu différent et avec un peu de hauteur. Donc ça c'était l'approche théorique, donc vraiment sur la réflexion de fond. Après cette approche théorique, on s'est bien rendu compte qu'il fallait qu'on sorte un peu de nos ordis, de nos cerveaux et qu'on se confronte un peu à la réalité des choses. Donc on a décidé d'aller sur le terrain, donc on a commencé en mars avec ce qu'on a appelé le Tour Vétovet. Donc on a fait plusieurs villes pour rencontrer les vétos, pour discuter avec eux. Donc là, on avait organisé des soirées. Donc là, la vidéo qui passe, c'est un best-of des soirées. Donc à chaque ville, on a organisé une soirée avec entre 10 et 20 vétos. On invitait tout le monde un peu de manière informelle, comme le bar où on est aujourd'hui, avec différentes villes, Toulouse, Bordeaux, Bayonne, Limoges, Marseille, Angoulême et Avignon. L'idée, c'était de discuter, de faire des petits jeux, de comprendre en fait pourquoi ils n'arrivaient pas à recruter, qu'est-ce qui marchait pour eux, qu'est-ce qui ne marchait pas, qu'est-ce qu'ils attendaient aussi d'une agence de recrutement, qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas, etc. Et vraiment de partir de zéro. Donc après ce Tour Vétovet, on a aussi profité pour rencontrer directement dans les cliniques les vétos qui cherchaient des vétos. Donc là, c'est une carte de toutes les cliniques qu'on a visitées pendant ce Tour Vétovet. Donc en tout, il y en a 64. Et ça nous a permis en fait déjà de confronter les idées qu'on avait à la réalité et aussi de pouvoir faire une étude de marché à grandeur nature en essayant de proposer quelque chose qui soit le plus pertinent possible pour eux. Et du coup, on a appris plein de choses et c'est ça qui nous a permis de proposer quelque chose de pertinent. Et là, on voulait vous mettre 4 apprentissages les plus importants, même s'il y en a d'autres. Donc pour les recruteurs, c'est le fait vraiment cette volonté d'externaliser. En fait. Les recruteurs, ils n'ont pas envie de s'en occuper, ils n'ont pas le temps de le faire, ils ne sont pas bons pour ça. Et voilà, c'est comme disait un peu Renaud dans l'introduction. Et un autre point, c'est ils veulent vraiment de la qualité. Parce qu'au début, on se disait, en fait, les vétos, il y en a plein qui sont dans une situation parfois de désespoir et qui trouvent personne depuis des mois, etc. Et en fait, malgré cette situation, ils ont quand même envie d'avoir des vétos qui sont performants, ils sont quand même exigeants sur les profils, ils ont quand même envie d'avoir le choix. Et du côté des candidats, on imaginait un peu que les candidats, c'était le pont d'or pour eux, ils allaient pouvoir choisir plein d'opportunités, ils allaient pouvoir un peu négocier, etc. Mais en fait, pas du tout. Les candidats, au contraire, ils sont perdus dans cette masse d'annonces, ils ne savent pas quoi penser. Souvent, ils n'ont pas le réseau ou pas le recul pour bien saisir ce que c'est telle clinique, pour avoir le jugement nécessaire. Parfois, ils vont à des entretiens, ils ressortent, ils ne savent pas si l'entretien s'est bien passé, ils ne savent pas si la clinique leur conviendrait, etc. Et donc il y a vraiment eu cet apprentissage de, en fait, les candidats, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les encadre, il faut qu'on soit là pour eux, etc. Et le dernier point, c'est le côté géographique où vraiment au début, on était vraiment fixé sur la géographie, on se disait, on va se baser là, on va développer tel secteur, puis tel secteur, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est important pour certaines personnes, mais la majorité, c'est pas si important que ça. Il y a des candidats qui nous ont dit qu'ils voulaient absolument telle ville, et puis finalement, ils ont saisi une opportunité ailleurs qui correspondait mieux, ils y se sont déplacés. Donc les vétos sont mobiles. Et donc du coup, c'est ces apprentissages qui nous ont permis d'évoluer. Donc au début, c'était vraiment solution centrée sur l'humain, un peu théorique, un peu intuitif, de dire c'est le plus important, c'est le savoir-être, blablabla, etc. Et on a évolué vers quelque chose où on se dit, en fait, c'est très important l'humain, mais c'est aussi très important l'humain dans notre accompagnement. C'est-à-dire d'accompagner les candidats sur le long terme, de les comprendre, etc. Et de la même manière pour les cliniques, en fait, qu'elles nous délèguent ce qu'elles veulent faire pour le recrutement et que nous, on soit là sur le long terme. Donc tout ça, ça nous a permis de développer une offre qu'on va vous présenter maintenant. Donc effectivement, cette offre Vétovet, Pierre vous a expliqué un petit peu d'où elle vient. On a mis du temps justement à la construire, on a un petit peu tâtonné, on a toujours été un peu obligé de la remettre en question dans une démarche d'amélioration continue.
Et là, pour essayer de bien vous la présenter, parce qu'elle peut être un petit peu perturbante au début, il faut bien comprendre déjà qu'il y a 2 process miroirs, effectivement, qu'on a une agence de recrutement pour les vétérinaires, mais qu'on va s'adresser à la fois aux cliniques qui cherchent des vétérinaires et à la fois aux candidats qui cherchent des vétérinaires. Et ça va être 2 process bien différents. Donc moi, chez Vetovet, je suis en charge de la partie candidat. Donc je vais commencer par vous parler de ça. Et donc la première chose, c'est déjà, qu'est-ce qu'un candidat il cherche quand il s'inscrit chez Vetovet? La question qu'on nous pose souvent, c'est comment vous faites pour avoir des candidats, puisqu'effectivement, on l'a vu, il y a une difficulté pour attirer déjà des candidats. La première question, c'est souvent comment vous faites pour avoir des candidats. Déjà, là, si vous voulez, on est sur la page d'accueil du site Vetovet partie candidat, et on se rend compte que c'est un site qui est vitrine. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas d'affichage. Nous, on n'est pas parti dans cette démarche-là, justement, parce qu'on cherche à développer cet accompagnement qui est individualisé, qui est personnalisé et qui va être efficient à partir du moment où il est vraiment centré sur une personne. Donc les candidats, quand ils viennent chez nous, ils cherchent effectivement de l'écoute. Ils ont envie d'être aidés dans la compréhension de leur projet personnel et professionnel. Et nous, on est l'oreille et on est là pour traduire justement ce projet et les aider un petit peu à le faire sortir un petit peu et à le comprendre. Donc c'est important pour eux effectivement d'avoir un vétérinaire avec qui dialoguer, qui va pouvoir les cadrer, qui va pouvoir les faire bénéficier aussi de la vision en large qu'on a avec les cliniques qu'on a pu voir et les cliniques qu'on rencontre en permanence, avec la veille qu'on peut faire, avec les retours d'expérience qu'on a d'autres candidats. Donc on développe là depuis le début, depuis 1 an de recrutement, on développe justement cette expertise, ce recul sur le marché de l'emploi vétérinaire. Donc ça, c'est quelque chose qui va être une vraie plus-value pour les candidats qui s'inscrivent chez nous. Ensuite, comme l'a dit Pierre, les candidats, malgré le marché du plein emploi, malgré les annonces qu'on trouve sur les job boards, l'objectif, c'est de trouver des opportunités qui sont vraiment adaptées à ce qu'ils veulent. Les candidats ne souhaitent pas être inondés, être harcelés par des propositions si elles ne correspondent pas à leur projet. Donc nous, chez Vetovet, effectivement, on prend le temps, on va y revenir après, on prend le temps de les comprendre, de les aider, de les cadrer, pour leur proposer une ou plusieurs propositions qui sont vraiment adaptées à ce projet. Et le dernier point qui est important, c'est qu'avec Pierre, si on est partis aussi tous les deux dans cette aventure Vetovet un petit peu tout seul, c'est parce qu'on avait besoin justement d'avoir cette liberté d'action, cette indépendance, et qui va derrière nous permettre d'avoir une grande transparence à la fois avec les cliniques, mais à la fois avec les candidats. Et ça, c'est hyper rassurant aussi pour les candidats, de savoir que nous, dans notre accompagnement, on va être sincère, on va être spontané avec eux. S'il y a quelque chose qui nous choque dans leur projet, on va leur dire. S'il y a quelque chose qui ne colle pas par rapport à une proposition, on ne va pas leur faire, on va leur expliquer pourquoi. Et derrière, ça enclenche aussi du dialogue. Le problème qu'on a souvent aussi, c'est des candidats qui ne répondent pas à des annonces parce qu'il n'y a pas de dialogue, parce que c'est quelque chose de passif, c'est quelque chose d'inerte. Nous, on est dans la proactivité de notre solution et on enclenche ce dialogue-là justement en pouvant leur expliquer le point de vue qu'on a eu et le confronter avec le leur et essayer d'avancer avec eux. C'est vraiment, encore une fois, un accompagnement. Donc ça, c'est bien, c'est le principe, c'est ce que viennent chercher les candidats et pourquoi. Là maintenant, c'est un petit peu le comment. L'objectif, comme je vous l'ai dit, vous avez compris, c'est de comprendre leur singularité, c'est de comprendre chaque candidat, d'accord, de ne pas faire des groupes de candidats, c'est chaque candidat chez nous qui est important et qu'on va suivre. Donc la première chose, on va s'y affranchir assez rapidement, c'est en ligne, on s'inscrit sur le site, on a un petit questionnaire rapide, on met son CV en ligne. Ça, c'est pour nous les éléments objectifs, c'est quelque chose qui est relativement inerte, et donc c'est quelque chose qu'on a envie de faire très vite, pour tout de suite passer sur la partie subjective et mettre du temps à disposition des candidats pour les écouter et pour avancer avec eux sur leur projet, encore une fois, pour le creuser, etc., etc. Derrière, on a la chance aussi de faire ça à deux avec Pierre, et je vous ai dit que moi, je m'occupais des candidats, parce que justement, c'est moi qui m'occupe de toute cette partie-là, pour que derrière, à un moment donné dans le processus, Pierre puisse intervenir avec un regard neuf, avec du recul, avec une certaine lucidité, et qu'il puisse, encore une fois, jouer son rôle de régulateur, de levier de sécurité, entre guillemets, pour, encore une fois, challenger un projet, challenger une démarche au moment de l'entretien. Et ensuite, le dernier levier qu'on a, qui est un levier qui est à disposition de toutes les agences de recrutement, c'est la prise de référence des candidats qui viennent chez nous, en allant chercher les retours d'expérience de leurs anciens employeurs, de leurs anciens collègues, et avec le réseau vétérinaire qu'on peut constituer, encore une fois, au-delà de Vetovet, avec les autres candidats, avec nos réseaux personnels, éventuellement aussi avoir, vu que le milieu vétérinaire est un petit milieu, tout le monde le sait, avoir aussi des retours d'expérience à travers de l'entourage. Donc concrètement, tout ce qu'on a dit, si on résume un petit peu le process de recrutement à Vetovet, c'est une inscription en ligne avec un questionnaire d'une dizaine de questions. C'est derrière un appel téléphonique qu'on va leur proposer à la suite de ce questionnaire et qui va vraiment marquer
la validation de l'inscription au sein de Vetovet, un premier échange téléphonique qui permet de briser la glace, de faire connaissance et de dégrossir un petit peu les premiers points ensemble. À l'issue de ça, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a fait ce travail d'accompagnement, on est capable de faire des propositions de postes qui sont adaptées aux candidats. Pour finalement, à partir du moment où la proposition a intéressé le candidat, lui proposer un entretien qui se fait en visio pour plus de praticité. Une étape de prise de référence. Et nous, derrière, ce qu'on appelle un placement réussi, c'est quand le vétérinaire a in fine été embauché dans la clinique qu'on lui a proposée. Mais là, si on s'arrête un instant un petit peu sur ce schéma, c'est important de bien comprendre que notre accompagnement, c'est beaucoup mieux effectivement s'il arrive au placement, c'est le but. Mais on a aussi beaucoup de candidats qui sont chez nous, qui sont en suivi, qui sont en veille, et qu'on accompagne malgré tout, et qui nous remercient pour l'accompagnement, pour tout ce qu'on a pu faire avec eux, qui ont trouvé finalement du travail par des autres moyens, parce qu'encore une fois, c'est le marché du plein emploi, les opportunités, elles arrivent. Donc voilà un petit peu le process de recrutement interne de Vetovet. Maintenant, au niveau des chiffres un petit peu, si on se ramène dans les chiffres, je vais vous présenter un petit peu les chiffres de notre base de données Vetovet qu'on a arrêté début du mois de septembre pour préparer cette conférence de presse. Donc début septembre, on avait 163 candidats qui étaient inscrits chez nous. On a un nombre d'inscriptions qui est assez constant dans le temps, avec un gros taux d'inscription au départ avec l'effet de démarrage. Donc 163 vétérinaires qui sont inscrits chez nous. Sur ces 163, il y en a 151 qu'on a eu au téléphone, parce qu'effectivement, on va y revenir tout à l'heure, mais on a un biais effectivement sur les candidats qui s'inscrivent et qui ne vont pas prendre le rendez-vous téléphonique ou qui ne vont pas être joignables à ce moment-là. Mais on en a quand même 151 qu'on a eu au téléphone au moins une fois. Sur tous ces vétérinaires, on vous a ressorti des éléments qui nous paraissaient intéressants. Forcément, là pour l'instant, on a une très très large majorité de vétérinaires qui sont jeunes, sortis de l'école après 2015. Ça s'explique très bien, et c'est pareil pour les autres chiffres, du fait qu'on est des jeunes vétérinaires toulousains et qu'on avait un réseau de base qui nous a bien sûr à la fois aidé, mais à la fois qui là dans ces chiffres va polariser un petit peu les résultats. Mais malgré cela, on est quand même à plus d'un tiers de vétérinaires plus expérimentés, plus aguerris, avec plus d'expérience, et on a même notre doyen chez Vetovet qui est sorti en 1984. Au niveau des spécialités, on s'est spécialisé sur les praticiens, même si dans autres on a des profils industrie, etc. On se spécialise quand même sur les praticiens, avec forcément un profil plus canin, mais également des vétos qui font de la bovine, des vétos qui sont des bovins purs, et 21% des candidats chez nous qui se déclarent mixtes canine-bovine. Au niveau de la localisation, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des résultats qui sont polarisés par rapport à nos attaches toulousaines, mais on a quand même, malgré ça, une forte localisation des postes qui sont recherchés par les candidats Vetovet, largement dans le sud de la France. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, au niveau des compétences, on a 73% des vétérinaires qui s'inscrivent chez nous qui s'estiment autonomes, aguerris ou pointus. On distingue 4 classes chez nous, il y a les novices, les autonomes, les aguerris, les pointus, et 73% de nos candidats estiment qu'ils sont autonomes, aguerris ou pointus. Donc on a quand même des candidats qui, malgré éventuellement leur jeunesse et le fait qu'ils soient sortis de l'école assez récemment, c'est quand même des vétérinaires qui ont baroudé et qui ont déjà fait cette démarche d'aller vers une agence de recrutement, des vétérinaires qui ont déjà un petit peu vu des choses, qui se considèrent déjà comme autonomes. Le deuxième point, c'est le type de contrat souhaité. Ça, c'est un petit peu aussi pour tordre le cou à des choses qu'on entend souvent dans la bouche des vétérinaires. Les jeunes vétérinaires inscrits chez Vetovet cherchent pour 86% des CDI, des périodes longues, et veulent travailler à temps plein. On a même souvent des candidats qui nous disent « je ne veux pas de temps partiel, je ne veux pas de temps court ». Il y a une réalité économique, malgré le marché du plein emploi, il y a une réalité économique qui est la même pour tout le monde, qui fait que les vétérinaires souhaitent travailler. On a des contrats qui sont des contrats longs, à temps plein, pour 86% des candidats Vetovet. Et ensuite, le dernier élément sur lequel on va s'arrêter un petit peu, qui va un petit peu faire le lien avec ce que va dire Pierre ensuite, c'est le délai entre l'inscription et la disponibilité. Encore une fois, certes, c'est le marché du plein emploi, mais les vétérinaires sont toujours exigeants, veulent des opportunités, ne sont pas dans la consommation des annonces, ne sont pas dans la consommation des postes, ne sont pas si volatiles qu'on voudrait le croire. Et les vétérinaires s'inscrivent chez Vetovet en moyenne 3,8 mois avant d'être disponibles. Donc ça va même au-delà des préavis de départ, ça va même au-delà de ça. C'est des vétérinaires qui anticipent leur recherche d'emploi et qui, fatalement, avec le marché du plein emploi, vont rapidement trouver aussi. Donc cette importance, on va y revenir, de la réactivité aussi d'une agence de recrutement. Donc là, maintenant, on va parler de la partie recruteur.
De la même manière que Renaud s'occupe surtout des candidats, moi je m'occupe surtout des recruteurs. Au fil du temps, on est vraiment polarisé les compétences pour être plus efficace et aussi être meilleur et pas s'éparpiller. Donc les recruteurs, c'est assez simple, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils le savent globalement tous, ils veulent un veto. Donc comment on fait pour faire ça? Il y a 3 choses qui sont importantes pour nous, c'est créer du lien. Créer du lien, pourquoi? Parce qu'en fait, on veut être sûr que ça va bien se passer et on est soucieux de nos candidats, donc on veut connaître un minimum les gens avec qui on travaille. Et pour ça, on doit passer du temps. En fait, on doit passer la barrière du candidat qui va simplement passer une demi-heure avec l'entretien chez le veto. On veut passer une demi-journée, une journée, avec des temps pour discuter, pour se rencontrer, etc. Donc ça, ces 2 choses-là, elles impliquent déjà forcément de se déplacer. On s'est vite rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas faire le recrutement juste par téléphone et de dire à un candidat, va dans cette clinique, c'est super, alors que nous-mêmes, on n'en est pas sûr. On a besoin de sentir ça et de voir par nos propres yeux. Et enfin, ces cliniques, on a besoin d'augmenter leur visibilité et d'augmenter l'attractivité de leur offre. Et donc pour ça, très tôt, on a senti qu'il fallait faire de la vidéo. Parce qu'on trouve que c'est très pertinent et surtout parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on a toujours fait comme vous avez pu le voir. Donc là, on va vous présenter une vidéo. C'est pas la vidéo la meilleure qu'on ait faite, c'est la première vidéo qu'on ait réalisée, celle du docteur Varny. On l'a présentée parce que pour nous elle est importante, c'est la première, c'est quelque chose qui a été fait de manière très intuitive, qui n'a pas été calculé. On s'est dit en fait on fait de la vidéo, ce serait super de les filmer quoi. Et du coup on y est allé, on a filmé, donc elle est un peu bancale, elle n'est pas parfaite, mais elle permet un peu de voir l'état d'esprit qu'on voulait mettre dedans et ce qui nous anime. Bonjour, Jean-Luc Varny, je suis associé avec Sandrine Goldman-Motet, en 3 vétérinaires, 5 ASV. Goldman-Motet, Sandrine. J'ai commencé à travailler là dans le Val d'Oise il y a une vingtaine d'années et je me suis associée ici avec le docteur Varny il y a 15 ans. Sandy Nakache, je suis docteur vétérinaire ici depuis maintenant 4 ans et demi, originaire de Paris et j'ai fait mes études à Nantes. J'ai juste une année d'internat à Maison-Alfort. Jessica Grenu, ASV dans la structure depuis 5 ans. Amandine, j'ai 24 ans. Sheila, 22 ans. On forme une équipe qui est assez compacte et soudée. Oui, j'ai fait un CES de dermatologie. Je m'intéresse aussi beaucoup à la nutrition, puis à la médecine interne en général. Les postes que nous cherchons sont d'une part un veto qui serait intéressé par les NAC, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour les NAC qui n'arrivent pas à les satisfaire. On a des ASV qui sont déjà soit possesseurs de NAC, soit très intéressés par le monde des NAC. Ouais, j'aime beaucoup les NAC, donc s'il y a un vétérinaire NAC qui veut venir travailler avec nous, il n'y a pas de souci. Une grosse volonté d'investir dans les NAC. On a déjà pas mal de matériel pour de la dentition, des lapins, etc. Mais on est prêt à en investir plus. Quelqu'un qui au moins a la volonté en tout cas de développer les NAC et de continuer à se former même s'il n'est pas encore hyper pointu dans le domaine. Et puis on cherche également un profil pour les échographies, notamment échographie cardiaque, échographie abdominale. On a le docteur Nakache qui travaille avec nous, qui en fait déjà beaucoup. J'ai même pu me développer puisque après j'ai commencé à faire de l'échographie abdominale. Un petit peu, j'ai fait quelques formations. On sait qu'on ne sera pas un CHV, on n'a pas du tout la prétention de l'être, mais on essaie d'être au maximum de ce qu'on peut faire avec nos locaux et nos moyens. Toujours en recherchant des formations, en perfectionnant nos méthodes, nos protocoles. Vous voulez voir ça? Ils veulent vraiment apprendre, ils veulent toujours progresser. Dispo pour apprendre quoi. Donc on est surtout à la recherche de vétérinaires qui ont envie de progresser, d'apprendre des choses, parce qu'on est bien conscient que personne ne peut être très bon en sortant de l'école, ou même des fois après quelques années. C'est vraiment au fur et à mesure qu'on devient bon par les apprentissages qu'on a à la fois sur le terrain et les formations professionnelles. On est ouvert à toute proposition de formation, une ambiance qui est une bonne ambiance, assez familiale, puisqu'on se fête les anniversaires, on fait des apéritifs de temps en temps. Même si je fais beaucoup de chemin, je pense que je ne trouverai pas ça sur Paris. Est-ce que voilà, ils sont gentils, tout le monde se parle bien. On est quand même attachés. Il existe des patrons super et eux le sont vraiment. L'équipe d'assistantes super aussi. C'est vraiment une équipe qui est cool. Un personnel qui est à votre écoute. Une petite famille, on n'a vraiment pas de pression ici. Venez chez nous. À bientôt. Voilà, on t'attend. Bah ouais, on vous attend, venez nous voir et puis vous verrez par vous-même. Voilà,
voilà, c'était aussi pour nous une manière de dire merci au Dr Varny qui était le premier à nous faire confiance pour la réalisation d'une vidéo. Donc cette vidéo, elle nous permet différentes choses. Elle nous permet premièrement de comprendre le besoin, ce que je disais dans se déplaçant. En fait, le fait d'être dans la clinique, de voir, de faire des entretiens individuels, comme vous avez vu, pour nous c'est un prétexte en fait aussi pour parler aux gens, pour qu'ils nous parlent de la clinique, essayer de leur poser des questions. Ça nous permet d'avoir un avis plus critique, d'analyser la situation. Et aussi de se faire oublier, c'est-à-dire on essaie de se filmer sans qu'ils s'aperçoivent qu'on est là. Donc ça nous permet de voir comment ils s'occupent entre eux, comment ils sont entre eux, quelle est l'ambiance, voir même les consultations, les examens, etc. Et c'est là aussi que l'intérêt pour nous d'être vétérinaire il est grand, c'est-à-dire qu'on va peut-être voir des détails, des subtilités qui sont liées à notre exercice passé. Et ça permet aussi, à partir de ce besoin qu'on comprend parce qu'on est sur le terrain et qu'on filme, de retranscrire une image qui est pour nous fidèle et dynamique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas forcément de faire le buzz avec la clinique, c'est pas forcément de redorer l'image de la clinique, c'est de proposer quelque chose qui est le plus fidèle et le plus authentique avec ce qu'on a compris. Et nous, c'est vraiment ça qu'on recherche, c'est de comprendre le plus rapidement possible et de manière plus efficace ce qu'ils cherchent, pourquoi, c'est quoi les valeurs de la clinique. Et ça nous permet aussi de comprendre des choses qui sont subjectives, en tout cas d'afficher des choses qui sont subjectives, qu'au début on essayait d'objectiver, d'écrire, qui en fait c'est très compliqué, de montrer l'esprit d'équipe, comment ils sont, c'est quoi l'ambiance, comment ils parlent, etc. De faire une visite guidée de la clinique, pour la clinique de se différencier, de proposer quelque chose qui est différent d'une annonce, et en fait ça permet au candidat de tout de suite se projeter ou non dans la clinique. En fait avec 3 minutes c'est très court, c'est très facile à regarder, le candidat il va tout de suite dire moi ça m'intéresse pas ou moi ça m'intéresse, et c'est déjà une première étape, il va déjà se projeter dans la clinique. Et c'est aussi pour nous un outil hyper puissant puisque là c'est les chiffres de Facebook, mais en gros une vidéo en moyenne elle est vue 2900 fois, et ça c'est surtout des vétos en fait qui le voient puisque c'est surtout des vétos qui nous suivent, et avec 500 interactions. Donc comment ça se passe de manière concrète? Donc pareil, c'est un process qui est un peu en miroir des candidats. Les cliniques elles s'inscrivent sur Vetovet, elles remplissent un questionnaire qui est de plus en plus long, qui en somme en fait va résumer tout ce qui est dans une annonce habituelle. Donc tout ce qui est objectif comme pour les candidats, il y a combien de salles, c'est quoi le matériel, combien il y a de vétos, pourquoi vous recrutez, c'est quoi la fiche de poste, c'est quoi le contrat, etc. Et on essaie d'augmenter ça pour ensuite arriver à l'appel téléphonique où là on va plus discuter, créer un lien, briser la glace, bien comprendre les besoins, savoir si on va travailler ensemble, savoir si tout colle, etc. avant de lancer la mission de lancement. Donc la mission de lancement, c'est le fait de se déplacer dans la structure, c'est le fait de filmer, c'est le fait d'interroger tout le monde, etc. et de diffuser, de commencer les recherches. Cette mission de lancement, elle coûte 1 500 € hors taxe, à la suite de laquelle on est capable de créer un dossier recruteur. Le dossier recruteur, il a 2 éléments. Un élément subjectif qui est la vidéo qui appartient à la clinique et qu'on diffuse, qui permet, comme je disais, de retranscrire l'équipe, etc. et qui est une annonce finalement, mais plus sur le subjectif. Et un élément plus objectif qui est la synthèse de visite. Et dans ça, il y a la fiche de poste. On met un maximum de choses, donc ça peut être aussi la stratégie de la structure, comment le candidat il va être intégré dans la structure, savoir s'ils travaillent, ils ont des partenariats avec des consultants en management, s'ils sont dans des GIE, enfin voilà, on essaie d'être le plus exhaustif possible. Et ensuite, on propose des candidats. Donc ça, c'est la mission de placement. Donc on propose des candidats. Donc ces candidats, on les propose avec différents éléments. La fiche candidat qu'on fait quand ils s'inscrivent, le CV bien sûr pour les compétences, la synthèse de l'entretien qu'on a faite après la proposition du dossier recruteur et la prise de référence. Donc on propose tous ces éléments au recruteur. Et ensuite, lui, il est libre de choisir ou pas le candidat. Il y a toute une étape qui se fait chez eux, en fait, où on n'intervient plus. Et ensuite, on considère que le placement il est réussi à partir du moment où notre recruteur il décide d'embaucher le client. Après, c'est lui qui prend la liberté d'embaucher le candidat. Donc ça, c'est pareil. Je vais vous faire une petite description de nos chiffres sur la base de données des recruteurs. Donc la base de données, elle est biaisée, parce qu'elle n'est pas à jour au jour près, et surtout parce que tous les recruteurs avec lesquels on travaille n'ont pas forcément rempli le questionnaire, ça peut être des gens avec qui on est en contact, etc. Donc là, aujourd'hui, on a 54 qui sont inscrits chez nous via le questionnaire avec une croissance qui est toujours linéaire. Et pour ces recruteurs, donc ça c'est une question qu'on nous pose souvent, sur la taille des équipes, en disant les gens qui font appel à les agences de recrutement, c'est forcément des grosses structures, c'est forcément des CHV, etc. En fait, nous, il y en a 35% où il y a moins de 2 vétos, comprenant salariés et associés, 34% 3 à 5 et les derniers tiers supérieurs à 5. Pour les spécialités, c'est un peu collé sur les candidats, c'est un peu la même chose. Et pour la localisation, surtout Nouvelle-Aquitaine, et c'est aussi sûrement un peu biaisé par le fait qu'on ait un réseau toulousain de base assez grand. Ensuite, des éléments qui sont peut-être plus parlants,
c'est le fait, l'autonomie. On constate quand même que les recruteurs qu'on a eu, ils ont besoin de plus d'autonomie que les candidats qu'on a. Le type de contrat souhaité, où en fait, ça reprend un peu ce que disait Renaud, où finalement, nos candidats, ils ont plus envie de périodes longues à temps plein que les recruteurs qui sont inscrits. Et surtout, là, le délai, c'est vraiment quelque chose qui est assez frappant. C'est quelque chose qu'on avait un peu... qu'on s'était un peu dit avec Renaud, mais qu'on n'avait pas vu aussi marquant, c'est qu'en fait le délai il est négatif, quoi. C'est-à-dire qu'en fait les recruteurs qui s'inscrivent chez nous, ils sont déjà disponibles, ils sont déjà même dans le passé en fait. Quand on leur demande quand est-ce que vous l'avez tôt, c'est déjà fini. Donc pour nous c'est vraiment un problème parce qu'il y a cet écart entre d'un côté les candidats qui anticipent et qui ont déjà un poste souvent et qui se disent j'ai envie de trouver un nouveau poste dans 3-4 mois, et de l'autre des cliniques qui sont dans l'urgence, quoi. Et donc ça, on va en faire un peu un bilan des missions. Donc il y a 4 missions qui n'ont pas été abouties, donc ça veut dire qu'on n'a pas réussi à trouver un candidat pour eux. Donc c'est expliqué par différentes raisons. La plus évidente, c'est que c'était nos premières, donc on n'était pas forcément aussi bon qu'aujourd'hui, on a progressé. Le process que vous avez vu, il n'a pas toujours été comme ça, et on l'a amélioré au fur et à mesure. Peut-être qu'on n'a pas été capable de comprendre, nous, le besoin bien de la structure. C'est des cliniques aussi, on n'avait pas forcément réalisé de vidéo non plus. De la même manière, on n'avait pas forcément l'analyse de candidats aussi fine qu'on l'a aujourd'hui. Et c'est aussi des structures qui n'étaient pas, avec le recul aujourd'hui, assez attractives pour nos candidats. Il n'y avait pas forcément une opportunité en fait. Là, c'est les cliniques qu'on a en cours, donc 9, donc 4 depuis juillet et 3 qui sont à venir. Donc c'est quand même assez récent et vous voyez qu'il y en a quand même pas mal qui sont en cours. Et il y en a 3 qui sont réussis. Il y a 2 choses importantes à dire là-dessus, c'est que, même 3, c'est que pour les 3 réussis, à chaque fois, il y a un délai de 3 mois entre le moment où ils sont venus chez nous et le moment où on a réussi à placer. Donc vous voyez, ce délai, il est quand même assez long. Il colle aussi pas mal avec ce que veulent les candidats. La deuxième chose, c'est que pourquoi on n'en a que 3 de réussis, c'est qu'avec Renaud, on avait vraiment la volonté d'être sûr de nos placements. C'est-à-dire que quand on propose un candidat, on veut être sûr que ça va bien se passer. Et on veut vraiment pas envoyer des candidats dans des... Enfin, pour nous, c'est la pire des situations, quoi. Donc en fait, là, les 3 qu'on a placés, ça s'est super bien passé, on est très contents, et voilà. Et la dernière chose, c'est que ces entreprises-là, elles ont des points communs qui sont, c'est des cliniques avec un fort potentiel, c'est des cliniques entrepreneuses, c'est des cliniques qui nous ont appelés dans une démarche d'anticipation, etc., qui nous a amenés à être de plus en plus sélectifs. En fait, au début, on était sélectifs en disant, on se posait la question avec Renaud, est-ce qu'on bosserait dans la clinique, nous? Et au début, on disait, oui, on bosserait dans la clinique parce que X ou Y raison, et ça nous suffisait. Et avec le temps, en fait, on est devenu encore plus exigeant et on a émis encore plus de critères pour choisir les cliniques. Donc aujourd'hui, on a décidé d'une charte Vetovet qui reprend différents éléments et qu'on exige en fait des cliniques avec lesquelles on travaille, tout simplement parce que si on ne les a pas, on n'y arrive pas. Donc c'est des cliniques avec un fort potentiel. Fort potentiel, ça ne veut pas dire CHV, ça ne veut pas dire grosse structure, ça veut dire simplement soit parce qu'elle est en croissance, soit parce qu'elle propose quelque chose d'intéressant. Vraiment, il va y avoir une opportunité pour les cliniques. Ça peut être aussi dans le futur, ça peut être, ils ont comme projet d'ouvrir une autre structure, donc toi, ça va te permettre de développer, ça va permettre de prendre les rênes, etc. Enfin, il y a une opportunité, quoi. Ça va être aussi des cliniques où il y a une équipe qui est soudée avec une communication saine. Donc ça ne veut pas dire que c'est le bonheur tout le temps, mais ça veut dire que les conflits majeurs, ils ont été réglés et que le veto qui arrive pas dans un climat un peu désagréable. Il y a une anticipation de la recherche de candidats. Donc c'est-à-dire des cliniques qui prennent le temps de recruter, qui ne recrutent pas à la va-vite. Et ça va avec un esprit entrepreneurial qui est pour nous important, avec un haut stade de maturité. Donc c'est des vétos en fait, qui sont prêts à payer, ça coûte cher, donc ils comprennent l'importance de payer, ils comprennent que c'est un levier de croissance, ils comprennent qu'un candidat, il faut l'intégrer dans un véritable projet de clinique, que ça prend du temps, etc. Et du coup, on en est arrivé à la conclusion où en fait... je vais le dire de manière très brute, mais aujourd'hui, des cliniques qui m'appellent et qui me disent j'ai besoin d'un veto qui est autonome, qui fait le boulot et qui vient chez moi et qui s'associe dans 3 mois, on ne les accepte plus, quoi. Parce que c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait cette démarche de proposer quelque chose, d'avoir identifié un besoin et de le traduire et d'avoir une vraie démarche, quoi. Et puis du coup, forcément, vous en doutez, il y a la même démarche, toujours en miroir avec les candidats. Où je vous l'ai expliqué tout à l'heure, au départ, encore une fois, on a eu cette approche théorique, cette approche pratique, et on avait nos intuitions, mais en se rapprochant du terrain et en étant un petit peu au charbon, on s'est rendu compte que c'est pareil, qu'il fallait exprimer des critères. Et c'est pour ça qu'on est aussi de plus en plus sélectif aussi sur nos profils. Et de la même façon, on a besoin que ces candidats ils soient proactifs. Donc ils le sont, comme je disais tout à l'heure, déjà parce qu'ils ont fait la démarche de s'inscrire dans une agence de recrutement pour les vétérinaires.
Donc ils ont déjà compris l'enjeu pour eux d'être accompagnés et le fait que leur projet il doit être challengé et qu'ils doivent bénéficier justement d'un regard extérieur par rapport à ça. Il y a également forcément la motivation et l'implication. Ça, c'est un critère que je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'un candidat doit être motivé et impliqué. Et encore une fois, je vous l'ai présenté tout à l'heure, notre process de recrutement, il est long. Il est long et il peut être trop long pour certains candidats. Mais quand on coche bien toutes les étapes, on valide également aussi cette démarche de motivation et d'implication des candidats qui comprennent les différents enjeux à chaque étape, l'importance de valider et de cocher des cases pour derrière avoir un maximum de garanties. De la même façon, comme Pierre l'a expliqué, cet esprit entreprenant qu'on cherche chez les recruteurs, on le cherche aussi chez les candidats. Alors qu'est-ce que ça veut dire un vétérinaire qui est entreprenant ? Ça ne veut pas dire quelqu'un qui a un fort caractère, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est un leader plus. C'est quelqu'un qui a des projets, qui, encore une fois, a fait la démarche de les comprendre, de les développer et de les assimiler, et qui va se donner les moyens de mettre en place ces projets dans sa réalité à lui. Quelqu'un qui est entreprenant, c'est quelqu'un qui va un petit peu retrousser ses manches et être capable de se dire j'ai une vision, j'ai un minimum de sensibilité sur mon travail, et j'ai envie que les choses elles s'améliorent et qu'elles deviennent plus intéressantes pour moi et pour tout le monde également. Et ensuite, on l'a mis en dernier point, mais bien évidemment les compétences, bien évidemment que les compétences techniques, c'est important, même si forcément c'est nivelé par le fait qu'à l'heure actuelle, le métier de vétérinaire, même si on tend vers la spécialisation, ça reste quelque chose, on a un diplôme qui est généraliste, avec des compétences qui sont partagées par la plupart des vétérinaires sortants, mais du coup, dans ces compétences, il y a également les savoir-être, les savoir-agir. Et de plus en plus, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, les vétérinaires restent exigeants sur leur recrutement, et nous forcément on reste aussi exigeants sur nos candidats et on cherche des personnalités, on cherche des gens qui sont capables, qui ont des aptitudes humaines qui leur permettent d'avoir des facilités pour s'intégrer dans une équipe, d'avoir des facilités en relation client, et forcément ça va faciliter la vie de tout le monde, à commencer par l'expérience du vétérinaire qui arrive dans une équipe. Donc cette charte Vetovet finalement, effectivement, elle est encore une fois en miroir, mais elle tend vers cette sélection. Elle tend vers plus de critères, plus d'exigences qui vont finalement traduire quoi ? Tout simplement plus de garanties, plus de gages de réussite, à la fois pour les cliniques et à la fois pour les candidats, parce qu'encore une fois, les deux sont placés au même niveau chez nous. Donc, ces gages de réussite, ces garanties, ça va aussi aller, comme on vous le disait, dans cet état d'esprit d'amélioration continue. Donc là, vous voyez, c'est le process, le schéma bilan qu'on a voulu vous mettre pour un petit peu retracer tout ça. Et comme l'a dit Pierre, c'est long. C'est long, vous voyez, il y a beaucoup d'étapes. Finalement, on retrouve à la fois le tronc commun avec la partie numérique, une inscription en ligne, un questionnaire, etc. Avec chez les recruteurs une mission de lancement qui va nous permettre du coup de les connaître, etc., d'avancer dans la relation avec eux, pour derrière pouvoir faire des propositions à travers le dossier recruteur qui va ensuite du coup être discuté lors d'un entretien, qui va amener dans l'autre sens une proposition, etc., pour amener un placement réussi. Mais vous voyez que c'est complexe. Je rajoute juste un truc, j'ai oublié de dire le prix pour le placement réussi. Donc c'est 1 500 € à la mission de lancement. Désolé, c'est mon côté gestion de business d'entreprise. Et placement réussi, c'est 3 000 € hors taxe. Voilà. C'est parfait parce que ça fait une transition toute trouvée. Parce que j'allais dire que vous voyez que c'est long, vous voyez que c'est complexe. Et c'est aussi pour ça que c'est cher. Et c'est pour ça qu'on est obligé, nous, dans notre démarche, et c'est ce qui nous plaît, d'aller vers quelque chose de plus qualitatif, presque du luxe, parce qu'à l'heure actuelle, un bon recrutement, ça coûte cher, effectivement, dans un marché pénurique et dans une démarche de long terme. Donc effectivement, ce process, il est long, mais on est obligé de tendre vers un peu plus d'excellence pour amener plus de garanties aux candidats et aux cliniques. Et donc, cette évolution de notre offre, forcément, maintenant, on va rentrer dans la dernière partie, sur les perspectives pour Vetovet, pour justement continuer à s'améliorer, parce que cette amélioration continue, elle fait partie de nous, elle est hyper importante dans notre démarche. Bon, la première chose, c'est attirer des nouveaux candidats. Donc on a 2 leviers, forcément le levier quantitatif. On imagine bien que là, à l'heure actuelle, on a plus de 160 candidats. Si on en avait 1600, forcément, ce serait plus facile pour aller trouver les profils qui correspondent. Donc quantitativement, améliorer la réputation numérique, ça semble évident à l'heure actuelle, d'être de plus en plus visible pour devenir de plus en plus incontournable et de devenir un acteur majeur, si ce n'est le numéro 1, du recrutement vétérinaire. En présentiel, les grands rendez-vous vétérinaires, bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, c'est une petite profession, tout le monde se connaît. Et comme je vous l'ai expliqué, il y a la création d'un lien qui est fondamental avec les candidats, avec les cliniques, et tout se passe autour de l'humain. C'est important
d'être au contact des vétérinaires, d'être à leur côté. On est nous-mêmes vétérinaires, on adore ça en plus, donc on le fait avec plaisir et c'est quelque chose, c'est un levier qui est nécessaire également. Et derrière, c'est ce que je vous expliquais là, juste précédemment, la qualité, voilà, il y a le levier quantitatif, il y a le levier qualitatif, avec l'excellence de nos réseaux, d'amener des garanties, de plus sélectionner, d'être plus exigeant, de plus objectiver nos critères pour garder simplement notre expertise subjective et amener des réseaux qui sont excellents et qui apportent qui rassurent les recruteurs et les candidats. Du coup, un petit point sur le futur. Donc, il y a pour nous 3 points qu'on voulait dire aujourd'hui qui sont importants. C'est le fait que finalement, pendant un an, c'était une sorte de phase de lancement avec côté théorique et côté pratique qui nous permet aujourd'hui de présenter une offre qui est claire, qui est pour nous cohérente avec ce qu'on veut faire et adaptée surtout à la profession vétérinaire, à ce que les candidats attendent d'un côté et ce que les recruteurs attendent de l'autre. Mais on sait qu'on va continuer à se professionnaliser, on veut consolider cette méthode, on veut s'améliorer constamment, on veut vraiment acquérir ce savoir-faire de recrutement et c'est quelque chose qui va rester comme fil rouge et s'ouvrir aussi à des compétences hors vétérinaire. On a déjà commencé, il y a Thomas qui nous a rejoint, qui est du monde de l'industrie, qui connaît l'entreprise, etc. Et dans le futur, on veut vraiment aller dans cette direction, on veut vraiment apporter des compétences RH, etc. Et avoir toujours cette vision vétérinaire parce qu'elle est importante, mais devenir vraiment des professionnels du recrutement. Ensuite, l'offre claire, on sait très bien qu'elle ne sera pas unique, qu'elle va être segmentée. Donc à l'avenir, on va segmenter l'offre avec les GIE par exemple, aussi mais avec les chaînes, etc. Et l'idée pour nous, c'est en fait d'être un maximum indépendant, c'est de travailler avec tout le monde, ou en tout cas travailler avec les cliniques qu'on considère intéressantes pour toujours offrir les meilleures opportunités à nos candidats. Et enfin, par rapport à notre positionnement, c'était juste pour répondre à des questions qu'on nous pose souvent. On nous demande souvent si on va s'occuper des ASV, si on va placer des ASV. Donc la réponse est oui, on le fera, mais pas tout de suite. On le fera parce que c'est important et tout le travail qu'on fait pour les vétérinaires, il peut être applicable aux ASV. Mais nous, on a d'abord envie de vraiment être bon dans les vétérinaires, de faire beaucoup de placements. Et quand on aura réussi ça peut prendre quelques années peut-être, où on fera les ASV. Ensuite, il y a les stages. Les stages, on aimerait bien le faire. C'est quelque chose qui est important. Mais on aimerait le faire d'une manière, comme pour les candidats, qualitative, en prenant le temps, en ayant des retours. On ne veut pas simplement faire un job board de stagiaire et puis pas maîtriser ça. Et du coup, ça nécessite une discussion avec les écoles qu'on n'a pas forcément encore eue. Donc le soutien des écoles, c'est quelque chose qu'on aimerait faire qui reste en projet, mais voilà. Et enfin, les filières étrangères. On nous parle souvent des filières étrangères. Est-ce que vous allez aller en Espagne pour rechercher des candidats, etc. On a des candidats qui sont chez nous, qui sont diplômés de l'étranger. On les accueille volontiers, il y en a qui ont des profils très intéressants. Après, nous, dans notre optique vraiment d'excellence, on va chercher en fait à plutôt exporter les candidats qu'on a. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des opportunités pour les candidats qu'on a et aller peut-être à l'étranger dans l'autre direction en fait. Peut-être exporter des candidats français vers ailleurs plutôt qu'aller chercher des candidats étrangers pour les ramener en France. Donc ça, c'est vraiment notre vision. Et donc pour terminer, voilà, on arrive à la fin. Donc déjà, merci pour votre attention. Et je résumerai simplement, je pense que vous l'avez compris après tout ce qu'on vous a expliqué, notre objectif, c'est d'être effectivement une agence de recrutement dédiée aux vétérinaires et d'être l'agence de recrutement dédiée aux vétérinaires en continuant d'avancer dans ce marché qui est porteur, encore une fois, et qui a la nécessité de ne pas être bloqué par cette problématique du recrutement. Et donc notre solution, on espère qu'on va réussir à la façonner, à l'améliorer de manière à ce que ce soit la solution incontournable pour les structures de demain, pour recruter un peu mieux et pour pouvoir continuer la marche en avant de la profession. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui sont ici en présentiel, remercier également toutes les personnes qui nous suivent du coup sur le live Facebook, et on va maintenant pouvoir répondre aux questions de la salle et de l'internet. Du coup, pour la question, est-ce que vous pourrez vous présenter, s'il vous plaît, en disant ce que vous faites pour Internet, s'il vous plaît. Il y a un micro derrière, Thomas, ils vont passer le micro pour ceux qui veulent poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Michel Janet, la Dépêche Vétérinaire. Vous sélectionnez les cliniques manifestement. Est-ce que vous avez le projet de faire évoluer, de tirer un peu vers le haut justement les cliniques pour un peu développer votre marché en fait? Ouais, c'est une très bonne question. C'est une question qu'on s'est posée dès le début. Et en fait, la réponse est qu'aujourd'hui, non. En fait, nous, on fait quelque chose, on fait du recrutement et on fait que ça. Et si on veut être bon, on doit faire que ça. Par contre, on est en relation avec Benoît Savette, par exemple, qui fait des audits.
on est en relation avec des consultants et l'idée c'est de dire tu as envie de travailler sur ton management, tu as envie de travailler sur quoi que ce soit, nous on connaît des gens qui font ça très bien et les amener vers eux. Et ensuite accompagner les structures une fois que ce travail-là il est fait. Et j'ajouterais qu'on l'a déjà fait justement pour une clinique chez qui on a placé, qui, encore une fois, dans le profil qu'on a décrit, qui était dans cette démarche d'amélioration aussi pour son équipe, qui anticipait l'arrivée d'un nouvel élément, un élément qu'on lui a présenté et qu'on lui a proposé, et qui nous a demandé justement un regard par rapport à ça. Donc on a pu modestement le conseiller sur certains points, mais on l'a dirigé effectivement vers Benoît pour justement structurer un petit peu son management. Donc c'est quelque chose, ce que vient de dire Pierre, effectivement, qu'on a envie de rester dans notre spécialité. On a des copains qui se spécialisent en chirurgie, en médecine, en imagerie. Nous, on a envie de se spécialiser en recrutement uniquement. Très bien, on va pouvoir passer aux questions Internet. Il y a une question d'Hélène, Thomas. Pardon, excusez-moi. Donc Hélène Létard, Veto Adom, vous avez parlé des stages et je trouvais que c'était une piste intéressante justement parce que vous dites que les meilleures réussites c'est quand on a programmé à l'avance qu'on allait prendre un assistant. Est-ce que finalement les stages c'est pas aussi une solution super? Est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus vers là pour recruter des jeunes, les mettre déjà dans des structures et comme ça continuer un recrutement? Tu veux répondre ou... C'est une très bonne question et c'est pour ça que les stages c'est central et c'est aussi c'est le premier levier de recrutement des cliniques en fait. C'est souvent ça, c'est les stagiaires qu'on a eus, on les rappelle etc. et puis on les connaît. Comme je disais, on n'a pas vraiment l'ambition de faire tous les stages et de vraiment d'avoir tous les étudiants etc. Même si on aimerait le faire. Après c'est plus dans ceux qui s'inscrivent, il y en a qui sont étudiants. Et par exemple demain on va faire une conférence à Alfort avec des 4e années etc. On est présent dans les écoles et inévitablement en fait ces gens-là, ils vont nous demander des stages en fait. Donc ce sera plus dans ce sens-là, en disant moi je peux pas trouver encore de remplat, mais j'ai envie d'avoir un stage. Est-ce que tu as quelque chose? Et nous ce sera plus pour j'ai envie de dire pour dépanner ou pour proposer quelque chose d'intéressant pour eux, en disant cette clinique, on fait une mission chez eux, mais ils t'accueilleront volontiers, vas-y, et voilà. Mais c'est pas quelque chose de grande échelle quoi. Et pareil que pour la question précédente, ça nous est déjà arrivé. On a déjà des candidats qui nous ont demandé, des jeunes candidats qui nous ont demandé si on faisait les stages, qui sont inscrits, que j'ai eu au téléphone et qui demandaient si on faisait les stages. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est dans la réalité actuellement. Oui, très bien. Donc nous avons Lucille qui demande quel est le prochain rendez-vous professionnel où nous pourrons croiser Vetovet. Alors le prochain rendez-vous professionnel où on pourra rencontrer Vetovet, c'est lors du congrès Ergon qui est à Lyon jeudi et vendredi prochain. Et voilà. Et donc moi j'y serai, Pierre n'y sera pas, moi j'y serai, donc avec plaisir pour échanger avec Lucille. Il y aura le congrès de la VAC aussi. Et nous avons Benjamin Cartiot qui aimerait voir plus de magnétovet. Est-ce que Vetovet a l'intention de produire d'autres magnétovets dans le futur? Alors merci Benjamin qui effectivement nous poursuit. Donc les magnétovets, comme l'a expliqué Pierre, c'était un élan, c'était une intuition, c'était très spontané. Pour la petite histoire, je sais qu'il ne le dira pas, mais Pierre il avait un peu construit et co-construit avec Thomas d'ailleurs le premier magnétovet sur les nouvelles technologies dans le milieu vétérinaire et qui lui a valu le prix de l'ordre national vétérinaire, le premier prix. Et du coup, avec ce format qu'il avait fait, que j'avais adoré et qu'il avait adoré faire, rapidement, effectivement, quand on était dans le projet Vet Futur, on s'est dit c'est important de vulgariser, c'est important de présenter les choses et forcément, dans le monde dans lequel on est, de mettre en forme les choses de manière un peu sexy pour que ce soit diffusé. Donc ça vient de là, le magnétovet. On en a fait plusieurs parce que effectivement, c'était aussi notre démarche à nous de réfléchir sur des projets. On a beaucoup aimé passer du temps sur les textes, réfléchir aux problématiques, aller chercher des chiffres, aller chercher des éléments ailleurs que simplement dans notre intuition. Mais c'est très très chronophage de faire un magnétovet. Ceux qui connaissent un petit peu l'écriture, le montage vidéo, etc. doivent s'en douter. Et c'est vrai que rapidement, avec la charge de travail sur le recrutement pur, c'est quelque chose qu'on a laissé de côté. C'est quelque chose qu'on aimerait éventuellement refaire, mais on n'est pas capable de faire une annonce à Benjamin Cartiot sur la date du prochain magnéto. Mais peut-être que si on a une vraie demande, pourquoi pas.
Et donc nous avons également Nolwenn Dronka, qui apparemment est en dernière année et qui demande si elle peut s'inscrire en vue de sa sortie d'école, si elle peut s'inscrire, j'imagine, sur Vetovet. Alors tout à fait, donc on a effectivement donné tout à l'heure le chiffre des inscriptions avant disponibilité de 3,8 mois, mais on a des candidats qui s'inscrivent, on a beaucoup le profil des candidats qui sont à l'étranger, qui sont dans les dom-toms ou qui sont qui font un internat, etc. et qui savent pertinemment qu'ils vont devoir trouver du travail. Donc un profil de dernière année d'école qui cherche du travail peut tout à fait s'inscrire. L'accompagnement va être plus dilué dans le temps, forcément, parce qu'on a besoin d'avoir quand même, à la fois on a besoin de prendre du temps pour construire l'accompagnement avec un candidat, et à la fois on a besoin aussi d'être dans le présent, parce que les choses vont très vite, n'importe qui évolue très vite, et c'est important du coup que ça se fasse aussi dans la réalité du recrutement pour la clinique. Mais l'inscription est tout à fait possible et ça enclenche un suivi classique. Et nous avons une seconde question de Benjamin Cartiot qui demande si vous êtes déjà intervenu auprès des étudiants au sein des écoles. On est intervenu l'année dernière à Lyon sur 2 jours où en fait on faisait des TD sur d'abord un cours à la promo sur comment trouver un boulot, le CV, l'aide de motivation, comment construire son projet personnel et professionnel parce que ça nous tient à cœur. Et ensuite des TD un peu pratiques. Les speed dating cette année, oui, organisés par Agnès Benamou, où c'était des tables rondes où les étudiants passaient et puis c'était comme un entretien d'embauche. Et là, demain on est à Alfort, on fait une conférence. Et ensuite, c'est tout. Et l'idée après c'est d'arriver tous les ans à vraiment faire toutes les écoles. On a été présent à Toulouse, mais plus, c'était pas vraiment une conférence, c'était plus une animation pour l'intégration. Et voilà. C'est terminé. Plus de questions dans le chat? Bon, merci à tous, merci tout le monde encore une fois. Merci à ceux qui nous ont suivis sur le chat, on va sûrement le couper bientôt. Donc bonne soirée à tous et puis on va pouvoir boire un petit coup et manger un petit morceau avec ceux qui sont dans la salle. Merci.